fait, les causes de la pollution aujourd'hui, bon, moi je suis fils de pêcheur canois, et donc j'ai vu un littoral plein de moules, plein d'oursins, sur juste la zone des 1 mètre. Aujourd'hui il n'y a plus rien. C'est lavé, lessivé. Il reste encore des choses? Bon, mon opinion elle est différente, hein. C'est des on-dit à mon avis. Hein. En ce qui me concerne, il y a d'abord, voilà, je vais expliquer. Quand on parle de pollution et disons, d'action de l'homme sur le milieu marin, c'est ça dont il s'agit, hein, l'action de l'homme sur le milieu marin, en fait il y a 2 cibles. Et on confond toujours les 2 cibles. La première cible, c'est le milieu marin, la faune et la flore, mais la deuxième cible, c'est l'homme. Et toutes les pollutions dont on parle le plus, c'est l'homme. Et on prend comme otage un peu la faune et la flore pour aggraver la situation. Je donne quelques exemples. Les pollutions par hydrocarbures, par exemple. Il arrive un accident par hydrocarbures en Méditerranée. En Méditerranée, il n'y a pas de mer à marée, donc ça va se répartir sur les plages, sur les rochers. C'est détestable pour la population de voir le littoral souillé de la sorte. Mais on va voir tout de suite les journaux qui vont s'emparer d'un goéland mazouté ou d'un cormoran mazouté pour dire c'est la fin de la biodiversité. C'est faux. C'est faux. Puisque la biodiversité en mer et en Méditerranée, il n'y a pas d'endémisme. Il n'y a pas d'espèces qui vivent par exemple qu'autour des îles de l'Airain, qu'autour de la Corse, qu'autour de la Sardaigne. La girelle, on les trouve ici, en Turquie, en Algérie, tout ça c'est la même espèce. Les spores des algues et des animaux font le tour de la mer. Il n'y a pas un petit endroit où il n'y a que certaines espèces qui vivent qu'à un petit endroit, en mer. Hein. Mais aujourd'hui, et donc le fait, si on détruit une zone, ne serait-ce que 50, même 100 km, au bout de quelques années, ces produits qui sont des produits organiques se dissolvent, sont mangés par des bactéries, disparaissent, et la vie revient. La vie revient. La biodiversité n'aura jamais été atteinte. Par contre, l'économie, le tourisme, les hôteliers, les restaurateurs, les gens qui habitent les côtes, c'est désastreux. Donc la cible, c'est carrément l'homme. Pour les polluants, c'est exactement pareil. Pour les polluants, c'est exactement pareil. Il y a des mesures et des mesures et des mesures qui ont été faites sur le cadmium, le nickel, le cuivre, les pesticides, tout ce que vous voulez. La mer est tellement vaste que tout ça se dilue et on n'a jamais pu identifier des espèces qui ont été décimées par un quelconque polluant. Jamais. Je dis bien jamais. Et les détergents, ils sont... Même par les détergents. Quand vous allez essayer de prendre le bateau aller en Corse, pendant des heures et des heures et des heures, vous avez des masses d'eau considérables avec 2000 mètres de fond. Mais tout ça, ça se dilue, ça se répartit. Donc, si vous voulez, ce dont on parle le plus, ce sont des choses dont on a peur nous-mêmes, qu'on n'aime pas voir, des saletés qui flottent, des plastiques qui flottent. Mais c'est pas ça la pollution pour la faune et la flore, ils s'en foutent. Hein. Les déchets, ça fait rien. Les poulpes, ils se mettent dans les bouteilles en plastique, ça leur fait un abri. Et oui, on les voit toujours, les Tunisiens, ils pêchent avec des cruches. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre? Les bactéries. Vous savez très bien, fils de pêcheur, que dans les égouts, les pêcheurs, ils y allaient souvent. Hein. Moi, j'étais à Carras, ici, c'est là où on pêchait le plus. Hein. Il n'y a pas à voir. Hein. Et donc, aucun poisson n'est mort par des bactéries humaines. Jamais, ni les algues, ni les algues. Certains pêcheurs s'en plaignent aujourd'hui, puisque effectivement, exactement. Ça avait l'avantage de concentrer le poisson. De quoi souffre la mer? De quoi souffre la deuxième cible? La deuxième cible, c'est donc la vie marine. Donc la vie marine, je le répète, elle est affectée localement et temporairement par certaines choses, hydrocarbures, pollution exceptionnelle, c'est local et temporel. Toujours local et temporel, et ça revient, je dis revient. Maintenant, il y a quelques éléments qui font beaucoup de mal à la faune et à la flore. C'est d'une part la turbidité engendrée par les rejets urbains et d'autre part l'aménagement du littoral. Alors, la turbidité, les rejets urbains. Les rejets urbains, on les a toujours dénoncés parce qu'on rejette à la mer des bactéries qui agissent sur nous, sur l'homme. Donc c'est ça dont on avait peur. C'est pour ça qu'on a fait les stations d'épuration. C'est-à-dire qu'on n'aime pas se baigner et se gratter, avoir des maladies de la peau, des muqueuses, etc., des oreilles, etc., à cause de bactéries fécales, de bactéries, disons, qui peuvent causer des maladies quand on se baigne. Donc on a décidé, pour le tourisme, pour les gens, d'épurer les eaux. Et donc en épurant les eaux, on enlève tout. On enlève les produits qui est le tout venant, bon, etc., etc. Et maintenant, on peut dire que la plupart des villes côtières du nord de la Méditerranée sont bien équipées et ça fonctionne mal. Bon, peut-être certains jours, ils relâchent un peu à la mer pour nettoyer l'ensemble, mais disons que ça marche très très bien ensemble. Mais de 1950 à 1980 environ,
les eaux étaient rejetées de façon brute. On leur a tout à la mer, on malaxait un peu, on rejetait tout. Et ces eaux brutes, non seulement avaient des pollutions bactériennes, c'était des pollutions avec des choses qui flottaient, qui n'étaient pas très belles à voir, mais surtout l'eau devenait plus trouble le long du littoral. Et comme c'est des quantités énormes et que les villes un peu partout, ça faisait contre le littoral une pellicule d'eau trouble de plusieurs dizaines de mètres de haut. Les eaux étaient plus troubles parce qu'il y avait les matériaux qui n'étaient pas épurés, quoi. Donc c'était le tout venant. Et également, ces eaux sont chargées de nitrates et de phosphates qui servent d'engrais au phytoplancton. Et donc, au lieu d'avoir des périodes de poussée phytoplanctonique au printemps et à l'automne, surtout au printemps, il y a un peu toute l'année. Ouais. Et de ce fait, la pénétration de la lumière s'est ralentie. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une quantité de lumière X qui arrive à 40 mètres, il y en a X-2 ou X-3, il y en a moins. Dans l'année, le bilan annuel de lumière arrivée sur les fonds importants, et d'un seul coup, c'est ralenti. Moins. Or, tous les végétaux, mais les posidonie particulièrement, on verra pourquoi, ont besoin de lumière pour vivre. Et donc la flore sous-marine, c'est la lumière. Dès qu'on dépasse les 50 mètres, il n'y a pratiquement plus d'algues. À partir de 100 mètres, il n'y a plus du tout. C'est les ténèbres, plus de photosynthèse, plus de chloroplastes, plus de synthèse de photosynthèse, donc il n'y a plus de végétation du tout. Ouais. Plus rien. Si on obscurcit par toute cette turbidité ces rejets polluant l'eau, le point, on appelle ça le point de compensation, le point où la plante a tout juste assez de lumière dans l'année pour survivre, il remonte. Alors tout remonte, les algues sont remontées, tout est remonté, donc tout est un peu remonté, parce qu'en bas il n'y a pas assez de lumière, et les posidonie aussi. Et on a remarqué dans les années 70-80, on a fait des grandes campagnes, tout ça c'est des publications, en sous-marin même, que tout le long des Alpes-Maritimes, et c'est comme ça tout le long des côtes nord-méditerranée, les posidonie sont mortes par manque de lumière, tout simplement par manque de lumière, c'est pas un polluant. C'est pour ça que les 40 mètres, on assiste à... Elles étaient à 35, elles sont remontées à 25. Sauf peut-être au large des Lérins, il y en a encore un peu à 35 mètres des posidonie. En Corse, elles sont encore à 40 par endroit. Mais tout est remonté. Donc on trouve encore à 30 mètres, 40 mètres, ça dépend des endroits, des rhizomes morts, les troncs morts des posidonie, qui témoignent qu'elles étaient beaucoup plus bas. On pourrait replanter ces espaces ou... Attendez, non. Et donc, si vous voulez, ce sont des espaces considérables où les posidonie se remontaient, et donc si ça remonte que ne serait-ce que 2-3 mètres d'amplitude, comme les fonds, parfois ça descend pas très vite, ça fait parfois 100 mètres de recul, Elles sont reculées de 100 mètres. Ce qui fait des surfaces considérables à l'échelle du littoral, où il n'y a plus de végétation, donc plus d'abri pour les poissons, plus de nourriture pour les poissons. Alors on peut se dire que grâce aux stations d'épuration en place, maintenant les eaux sont devenues plus transparentes. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a plus les matières en suspension, les MSS, les matières en suspension, il y a moins de nitrate, moins de phosphate. Donc la situation s'est nettement améliorée au niveau des polluants urbains qui sont les plus volumineux rejetés à la mer par nos villes. Et donc l'eau est nettement plus claire qu'avant. Mais les posidonie, elles peuvent donc reconquérir l'espace puisqu'il y a plus de lumière maintenant plus bas. Mais vous savez à quelle vitesse ça pousse? Oui, c'est très lent. 3 cm par an. Alors, si on fait le calcul très rapide, pour faire les 100 mètres de recul qu'on constate dans de nombreux endroits, 3 cm par an, 30 cm en 10 ans, 3 mètres en un siècle, 30 mètres en 10 siècles, et pour faire donc les 100 mètres, il faut plus de 30 siècles. À condition que les eaux restent claires. On a perdu ça en une décennie. En 2 décennies, 2-3 décennies. Et ça, c'est un impact énorme qui ne revient pas tout seul. D'accord. Et c'est pas localisé, c'est partout, tout le long du littoral. Donc rien que ça, si vous voulez, c'est la forêt qui a reculé. On ne peut pas replanter et replanter? Ah non, c'est très... nous, on a fait des tentatives de transplantation. Les transplantations ne marchent que si on plante en profondeur et on plante plus haut. Ouais. Et comme là, c'est en profondeur, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Donc il n'y a que les rhizomes qui sont en limite inférieure qui peuvent progresser à la vitesse de 3 cm par an. D'accord. Voilà, donc voilà, et donc ça c'est quand même, c'est comme si on réduisait la forêt. Si on réduisait la forêt, moins de poissons, moins de tout ce qu'on met à la terre. Ça c'est la première des choses. Revitaliser un fond marin, donc c'est pas une fortune. On peut planter les posidonie que là, dans les petits fonds, donc entre 0 et 20 mètres, où l'homme les a détruites, où elles existaient avant, et où les hommes les a détruites. Alors ça peut être des bombes,
L'exemple le plus classique, c'est les bombes pendant la guerre. Quand tu as une bombe tombant dans la baie de Possioli, ce n'est pas qu'un petit trou. La déflagration détruit tout ce qu'il y a autour parce qu'il y a des petites cellules avec de l'air, donc toutes les cellules éclatent. Et donc il y a des grandes cicatrices de trous de bombes encore un peu partout, même entre les îles de l'Hérault, dans la rade des Franches. Là, on peut planter, mais ça pousse il faut un siècle pour conquérir une petite surface. Un siècle. Je me rappelle, enfant, qu'il y avait beaucoup de faune et de flore autour des îles de l'Hérence. Aujourd'hui, la comparaison est terrible. Pour moi, c'est un terrible constat. Moi j'ai plongé dans les îles où ça. Non, il y a toujours. Alors, si vous voulez parler de la faune et de la flore, on est toujours attaché plutôt à la faune qu'à la flore. Parce que la flore, personne ne connaît très bien l'île des algues. Donc, pour les algues, à part les invasions des colerpes qui ont défrayé la chronique et qui continuent, la race Semosa est arrivée, il y en a une troisième qui est arrivée à Chypre, en Turquie, qui va remonter, qui vient toujours d'Australie. La taxidermie a régressé pour sa part, on ne sait pas pourquoi. Mais en dehors de cela, la flore, elle a changé. On a des livres et des livres de nos collègues qui sont venus en 1920, qui décrivent des coins, en retour, c'est pareil. Les cystosères en surface, c'est pareil. Il y a deux autres éléments qui ont réduit considérablement la biodiversité, plutôt pas la biodiversité, la quantité, et dès qu'on dépasse un seuil de quantité de surface favorable à la faune et à la flore, et tout qui s'en ressent. C'est l'aménagement du littoral. Rien que dans les Alpes-Maritimes, vous travaillez pour qui? Pour toute la région? Oui. Bon, mais pour toute la région, vous avez les chiffres dans le site mesdames.org. Vous verrez. De mémoire, entre Menton et Martigues, toutes les côtes rocheuses de PACA, ça fait presque 700 km de côte, tout dépend à quelle échelle à mesure. Il y a pratiquement 17% des petits fonds entre 0 et 10 mètres qui ont été recouverts. 17%. D'accord. 17% de recouverts. Pour toutes les côtes françaises de la Méditerranée, ça fait plus de 2000 km de côte. On estime à plus de 5000 hectares, 5600 hectares de petits fonds couverts par tous les aménagements anciens ou nouveaux, et les plans d'eau, y compris les plans d'eau. Est-ce que vous connaissez une seule pollution, ou même des pollutions réunies, qui ont affecté, qui ont atteint, jusqu'à les détruire, une telle surface? Alors moi, on a fait un petit calcul. On est allé chercher quels sont les endroits de petits fonds détruits par exemple par les égouts, ou par des rejets d'usines. Des usines, il n'y en a pas. En Corse, pour aller jusqu'à Marseille, il n'y a pas d'usine, même à Fos, il n'y a aucune usine qui recrache tout la mer comme ça, qui a détruit autour. Non, les endroits qui ont été les plus affectés par l'homme, par des pollutions, ce sont dans les rejets urbains de surface. Le plus important, c'était à Toulon, à Tissier, et à Marseille, à Port-Miou. Et là-bas, les scientifiques se sont succédés et effectivement, il y a une genre de tonsure des herbiers, tonsure des algues, tout est modifié dans ces baies devant le Cap Sissier et surtout devant Marseille. Et puis pendant des années, la pollution portuaire qui a aussi... Ça c'est autre chose. Attendez, pour l'instant, le plus important c'est ça, de très très loin. Et donc, si on calcule, on additionne ces surfaces-là, il y a un peu à Toulon aussi, un peu ailleurs, on arrive à tout casser à 100 hectares, une centaine d'hectares. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une centaine d'hectares qui ont été détruits sévèrement par les rejets urbains, mais maintenant, comme les rejets urbains sont traités, la flore par petit fond revient vite. Par petit fond, ça revient beaucoup plus vite qu'en profondeur. Et donc c'est temporel, encore une fois. Dans un siècle ou deux, ça reviendra. Tandis que les ports, on ne détruira jamais un port pour faire pousser des Posidonie. Jamais. Jamais. Donc, si vous voulez, l'aménagement du littoral, c'est irréversible. Et le facteur de destruction de la faune et la flore, de l'aménagement du littoral par rapport à toutes les pollutions réunies, c'est de 1 à 1000. Voilà. 1000 fois plus important au niveau des surfaces atteintes, détruites à jamais, que des surfaces atteintes temporellement par les pollutions réunies, par toutes les pollutions réunies. Voilà où nous en sommes exactement. Et on peut même en conclure, j'imagine que si on construit un port d'une surface comme celle-ci par exemple, qu'on exige qu'il revitalise un fond de la même Mais non, surface, à côté c'est bien. À côté c'est bien. À côté les fonds, pourquoi ils seraient mauvais à côté? Oui, mais il existe certainement des fonds maintenant tellement détruits que... Non, même pas. Ben non. Cap Sissier, Port-Miou, etc. Il faut attendre longtemps pour que le sol soit épuré. Non, les fonds sont beaux. Si vous faites un port, vous détruisez, et la vie ne revient pas devant parce que c'est trop profond.
Par exemple, dans la digue de Monaco, 900 mètres de digue, fond vieille, 900 mètres de long, ça descend à 20 mètres de profondeur. Et ben, les poissonniers, ils n'ont jamais plus revenu, plus jamais. Trop profond, pas de lumière. 20 mètres, 40 mètres, c'est impossible. Donc, pas de lumière, pas de faune, pas de flore, moins de faune. C'est simple, c'est très simple. Donc si vous voulez, on a réduit considérablement le capital vie par l'aménagement du littoral. Sans compter ce que vous avez dit, les pollutions qui sortent des ports. Mais c'est beaucoup plus difficile à calculer puisque chaque port a ses caractéristiques. Certains ports sont bien tenus, d'autres sont mal tenus. Certains ports ont rejet, il y a beaucoup de rejets de produits anti-salissures, etc., d'autres non. Donc c'est vrai qu'il y a une petite tonsure à l'extérieur du port, hein, qu'on remarque, mais c'est négligeable par rapport à la surface du port qui recouvre tout. Ouais. C'est complètement négligeable par rapport au plan d'eau qui est complètement foutu et à toutes les digues, les routes, tous les annexes et tout qu'on gagne sur la mer. C'est négligeable. Et, voilà. Et ces bateaux qui fréquentent les ports, ils ont quelle incidence sur la dégradation du milieu, de la biomasse? Alors donc, je reviens en arrière. Donc la première chose, le premier élément le plus important pour moi, je termine par les trois éléments, parce qu'il y a un troisième élément que je dois tenir compte. Donc il y a les poissonniers qui ont reculé, les ports qui ont avancé, et donc il reste une peau de chagrin entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc si on a une partie de la forêt, il y a moins de choses déjà à pêcher, globalement. Hein. Bon. Et ensuite il y a la surpêche. D'accord. Alors la surpêche, ça c'est très simple. Hein. Il y a un siècle ou deux, je l'ai marqué dans mes vivante, il y a un siècle ou deux, les pêcheurs sortaient de leur port, il n'y avait pas beaucoup de petits ports, très protégés, à la rame ou à la voile. Exact. Ils avaient des filets en coton. Ils les posaient à bras, il n'y avait pas de treuil électrique, bien entendu. Et donc ils ne pouvaient pas pêcher profond, ils ne pouvaient pas pêcher long, et ils ne pouvaient pas aller partout, parce qu'ils avaient peur. Et si le cap était trop loin, ils n'y allaient pas. Hein, de peur de perdre le filet. Et oui, ils posaient le filet avec les beaux, là, non, il ne fait pas beau, ils perdent tout. Donc, il y avait des tas d'endroits qui étaient des réserves naturelles, où les poissons n'étaient jamais dérangés. Jamais prélevés, jamais dérangés. Voilà. Actuellement, un seul pêcheur, il sort avec un moteur, il a un treuil, il met des kilomètres de longueur de filet, il les laisse 2-3 jours, il les récupère après pour les langoustes, par exemple en Corse. Tous les poissons s'y prennent dedans, ils crèvent, les langoustes viennent boire. Enfin bref, c'est un massacre absolu. Un massacre absolu. Et donc la seule solution pour lutter contre ce phénomène, c'est de créer un chapelet de réserve où les poissons soient tranquilles. Et il faut savoir une chose, c'est que dans la biologie, la plupart des poissons pêchés, ils changent de sexe durant leur vie. Ils changent de sexe durant leur vie. Comme le mérou, oui. Le mérou, il est mâle quand il est vieux et il est femelle quand il est jeune. Et à l'inverse, les loups, les dorades, les mulets, etc., ce sont des mâles quand ils sont jeunes et femelles quand ils sont âgés. Les corbes, c'est pareil. Il faut savoir que plus le poisson est gros, par exemple pour les femelles, plus il produit des œufs et il peut même supporter plusieurs mâles qui viennent reproduire ces œufs. Et si on pêche trop, on s'aperçoit que la taille des poissons diminue, c'est-à-dire que les gros, ils n'ont pas de chance de devenir grands. Et donc on diminue très très fortement la dissémination des poissons, la production de nouveaux poissons, des œufs, etc., l'ensemencement général. Voilà. Très 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 fortement. Et donc sans réserve où les poissons sont tranquilles, et bien petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a moins de poissons. Mais c'est uniquement pour ça, pas pour rien d'autre. Et c'est pour cette raison que nous on prône un chapelet de réserve, et certains pêcheurs encore sont compris, ils ont fait des cantonnements où ils s'interdisent de pêcher. Il faut savoir que si au bout de 5 ans, une zone où vraiment la surveillance est très forte, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de braconniers, si pendant 5 ans on ne pêche pas dans un endroit, ça devient un aquarium. Un aquarium. Et qu'à voir devant Monaco, en pleine ville, ils ont fait une petite réserve en pleine ville, au Larvoto. Au Larvoto, oui. Vous nagez là-dedans, vous nagez dans les poissons. On peut voir des dorades de telle conséquence. Voilà, vous nagez dans les poissons. Tout simplement, c'est un endroit pourri, hein, c'est pas très beau. Hein. Des rochettes pourries, quelques poussières-lits, il y a des rejets urbains qui amènent les eaux de nettoyage des routes qui crachent à droite et à gauche. C'est un peu dégueulasse comme quoi, mais il y a un poisson comme ça. C'est pas parce qu'on donne quelques morceaux de pain, hein, c'est parce que tout simplement, il y a de quoi manger dans l'eau. Dans ce petit environnement et qui n'ont jamais été pêchés. Ça c'était comme c'était avant. Il suffit de ne pas pêcher, pendant 5 ans ça revient comme ça partout. Voilà, donc c'est un excès de prédation, de toutes les formes de prédation.
pêcheurs professionnels, chasseurs sous-marins, pêcheurs à ligne, tout, hein. Tout y contribue, quoi. Tout y Et contribue. aujourd'hui, si on voulait... Voilà les trois raisons pour lesquelles la biodiversité semble baisser au niveau des poissons, de ce qu'on prélève. Mais tout le reste, on a changé. Sauf qu'il y en a moins. Il y en a moins. Il y en a beaucoup moins. Oui, moins qu'avant. Dramatiquement moins, effectivement. Moins en surface. En surface. Moins en surface. Dans la zone des 10-15 mètres, il n'y a plus rien. On voit pas beaucoup, quoi. Ah oh, non, c'est pareil. Au niveau de la faune et de la flore, des invertébrés, tout ce qu'on prélève pas, c'est pareil. Je vous l'assure. C'est pareil. Tout à fait pareil. Il y a de quoi manger pour tous les poissons qu'on veut. Mais c'est les poissons qui... c'est tout. Et que pensez-vous des dispositifs de concentration de poissons qui sont aujourd'hui un petit peu tentés, ça ci là, dans le monde, pour aider les pêcheurs justement à mieux pêcher, on va dire. Non, la seule chose, c'est des réserves. Ouais. Avant tout, c'est la réserve. Ouais. De les concentrer en un point, on peut en plus les amener à ce qu'ils soient plus nombreux dans un endroit où on ne pêche pas, mais l'essentiel, c'est la réserve, et l'essentiel, c'est la surveillance. Si c'est mal surveillé, ça ne sert à rien. Voilà. Alors on peut faire par exemple à Marseille, ils ont fait un champ immense de récifs artificiels. Avant dans les Alpes-Maritimes on était fort, on a laissé tomber un peu tout ça, mais c'est à Marseille qu'on a fait ça. Oui, quand le fond est monotone, c'est-à-dire c'est de la vase, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de substrats, d'endroits où le poisson peut s'abriter, ou des choses sur lesquelles peuvent pousser des algues, des invertébrés. Dans la vase, il n'y a rien qui pousse, hein. Pas grand-chose. Donc dans ces endroits un peu désolés, si on met des structures solides, ça diversifie le fond. En diversifiant le fond, on peut attirer des poissons, ou on peut créer des abris, soit pour la nourriture, hein, ils viennent manger dessus ce qui pousse dessus, soit ils peuvent se cacher, ils peuvent s'y fixer. Ça c'est possible. Mais il ne faut pas se leurrer, hein. La meilleure solution, c'est de faire un chapelet de réserve, à condition qu'elle soit extrêmement surveillée et que le braconnage soit extrêmement, disons, contraint et puni si c'est le cas. À Monaco, vous êtes en prison hein, si vous pêchez en réserve. Passer quelques jours en prison, c'est déjà arrivé. C'est bien. Et voilà, c'est ça qui. C'est ça. L'essentiel, c'est ça. Alors maintenant, les plaisanciers, il faut savoir aussi que quand on construit des ports, il y en a eu tellement chez nous, que les bateaux qui sortent des ports, leur seul plaisir, l'immense majorité des gens, c'est pas pour faire des tours au large, c'est pour aller dans une crique abritée, pour se mettre à l'abri où ça bouge pas trop. Oui. C'est ça. Et les bateaux, ils sortent 5 jours par an. Oui, le phénomène du grand parking entre les deux îles de Sainte-Marguerite et Saint-Honoré. Ah oui, alors voilà. Alors dans ces endroits-là, ils jettent l'ancre et ils tirent la chasse. Voilà, ça c'est le problème. Alors, il y a certains endroits où ça n'a pas d'impact. Par exemple, l'endroit que vous citez, on a plongé, ça fait partie d'un endroit du réseau, là, l'Océanie, on a plongé pendant des années et des années. On a utilisé les photos aériennes d'avant la guerre, après la guerre, maintenant, etc. On n'a jamais vu, bizarrement, un quelconque impact sur la baie de Posidonie entre les deux îles de l'Héra. Alors l'explication est fort simple. Entre les deux îles de l'Héra, il y a un très fort courant, surtout quand il fait mauvais. Dès qu'il y a un peu de vent d'est, dès qu'il n'y a pas de bateau, parce que ça tape trop, il y a un courant énorme qui passe entre les îles, comme un chenal. Et les Posidonies qui sont là-dedans ont un système d'accrochage extrêmement solide. C'est-à-dire que si vous voulez arracher le Posidon à la main, vous peinez, quoi. Il y a des racines, les rhizomes sont intriqués les uns les autres pour résister à ces courants, à ces conditions, si vous voulez, courantologiques extrêmement sévères. Et l'été, quand il n'y a pas de courant, qu'il fait beau, bon, on peut bouillir dedans, l'herbier, même l'ancre, on la jette dessus, sauf les gros bateaux. Hein. On a du peine à ramener quelques Posidonies, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et ensuite, tous les polluants, c'est lessivé par ce courant. Donc ça va à droite et à gauche. Donc c'est bien propre, bien nettoyé. Et l'herbier est très très solidement ancré. Voilà, c'est la flore. Pardon. Et par contre, dans les baies abritées, comme la rade de Villefranche, d'autres endroits, donc dès qu'il y a une crique qui est abritée, là où il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'agitation de l'eau très violente et tout, là vous prenez une Posidonie, vous la tirez avec deux doigts, elle vient. Hein. Et donc là, une ancre, ça fait des ravages terribles. Et l'herbier de Posidonie du fond de la rade de Villefranche, il est carrément labouré. Lui, il faudra 2-3 siècles pour que ça revienne comme il y a 50 ans. 2-3 siècles. Donc un projet de mouillage sur corps mort, là, ça a vraiment son avantage. Ouais, à condition que les corps morts soient mis sur des systèmes qui ne... Pas sur des corps morts, justement, parce que les corps morts,
quand il y a un corps mort, il y a la chaîne qui tourne autour du corps mort, Qui rague, hein. qui rague sur parfois 10 mètres autour du corps mort. Et là, c'est détestable. Il faut que ce soit des pieux, mais des pieux très solidement ancrés pour supporter les tempêtes, parce que de temps en temps ça se lève, alors on est franchement mieux s'en aller. Hein. Il faut surtout empêcher les grosses unités de mouiller. Dès que ça dépasse les 10 mètres, il faudrait pas qu'ils mouillent dans la zone des herbiers de poussière. Jamais. Voilà. Il ne faut jamais mouiller sur les herbiers de poussière dès qu'on a des unités qui dépassent les 10 mètres. Parce que l'encre est solide, elle arrache. Tout arracher, ça va tout détruire. Parce qu'au-delà des moins 10 mètres, c'est moins grave. Au-delà des moins 30 mètres, c'est moins grave, il n'y a pas d'herbier. Voilà. Bon. C'est ça. Le fait, il est là. C'est les grosses unités qui, lorsqu'il y a un peu de vent, en plus, ils ne reviennent même pas sur l'ancre, ils tirent sur l'ancre avec le treuil, ils appuient sur un bouton et tout qui revient. Alors que un vrai plaisancier, il doit revenir sur l'ancre et la monter à l'aplomb. C'est ça qu'il faudrait faire. Conseil au plaisancier, donc, s'il vous plaît, faites attention à votre encre. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport aux toilettes, justement? C'est une chose qui m'a souvent chagriné, c'est d'avoir à nager autour d'un bateau et de découvrir... Justement, la cible, c'est quoi? C'est l'homme. C'est pas la flore ou la faune, ils s'en foutent. Et encore une fois, c'est l'homme. La cible, c'est l'homme. C'est-à-dire que c'est tout à fait désagréable de se balader dans les papiers toilettes, d'avoir des bactéries, parce que c'est pollué, hein, c'est des bactéries fécales. Et donc c'est pollué pour l'homme, mais la faune et la flore, ça fout. Ça, c'est pas un problème. Pas un problème du tout. C'est juste pour l'homme. L'incidence, confort humain. De toute façon, on va imaginer que les poissons font la même chose que nous dans leur milieu. Voilà. Il y a plus d'impact de la dilution des peintures anti-salissure que du phénomène que vous décrivez. Alors pourquoi les peintures anti-salissure? Parce que les peintures anti-salissure sont des peintures qui sont anti-fouling, qui sont conçues par l'homme pour tuer. Ce sont des ingénieurs chimistes qui font des mélanges avec des produits les plus toxiques qui puissent exister. Les plus toxiques qui puissent exister. On a connu la peinture au cyanure. Ben voilà, il n'y a pas plus toxique que ce qu'il y a actuellement. Bon, ils disent que c'est pas dangereux pour l'homme, d'accord, mais la moindre larve qui s'approche de la coque commence à ressentir l'aspect toxique de cette coque et s'en détourne. C'est pour ça que ça ne se porte pas. Alors le défaut de ces peintures, c'est que les bonnes peintures qui marchent, elles se diluent. C'est fait pour se diluer. Et donc il y a un genre de film de produits toxiques par dilution qui empêche la larve même de toucher la coque. Mais bien entendu, il faut repeindre. C'est pour ça qu'on repeint sans arrêt la sous-marine. Parce que la peinture se dilue. Et donc si vous avez au mouillage une concentration de 300 bateaux, ça fait 300 fois la surface du bateau, fois on peut calculer le nombre de produits toxiques qui se mettent dans ce coin sans arrêt. On n'a plus le mesurer à Port-Cros, mouillage de Port-Cros. Les toxines, le mercure, le machin et tout, il y en a beaucoup plus que dans les endroits en dehors de là, Port-Cros. Ça se ressent, ça on peut le mesurer. Alors ça y fait peut-être. Ça y fait peut-être. Aujourd'hui, les ingénieurs travaillent à des nouveaux produits, base de cuivre, peut-être. Ben, le cuivre, c'est toxique pour les algues. Et ouais, il n'y a pas plus toxique que le cuivre pour les algues. Quand on traite le mildiou, c'est du cuivre, c'est une algue, c'est du mildiou. Donc en fait, il n'y a pas de produit miracle. Pas pour l'instant, non. Mais le problème est là, c'est que dans les ports, la principale pollution, c'est la dilution des peintures anti-salissure. On peut estimer qu'un port de plaisance de 10 hectares, c'est 10 hectares de coque qui trempent. Et on peut calculer le nombre de pots de peinture, de kilos de peinture qu'il faut par an pour peindre ces 10 hectares de coque, et tout ça, ça va à l'eau. Et donc on peut calculer les tonnes de mercure, de machin, de cadmium, etc., qui trempent dans l'eau du port et qui sortent. Voilà. Ça y fait. C'est pour ça qu'effectivement, souvent on voit une interdiction de pêche à l'intérieur d'un port, c'est pour cette raison. En fait, peut-être, peut-être. On va imaginer. Peut-être. Oui, mais personne encore. Les poissons, ils s'en foutent. Hein. Il en faudrait beaucoup plus pour les déranger. Par contre, si on mange des mulets de porc tous les jours, peut-être qu'on s'en ressentira, mais comme c'est jamais le cas. C'est jamais le cas. C'est jamais le cas. Voilà. Un message aux plaisanciers du professeur Ménez? En ce qui me concerne, je leur conseille de mieux connaître la vie marine. Parce que la mer, c'est un miroir, on navigue dessus, on l'utilise. Et on ignore un peu trop ce qui vit en dessous de ce miroir. Donc
Les plaisanciers, je les conseille toujours, quand ils sont dans une zone de voyage, de prendre un masque, des palmes, regarder ce qu'il y a en dessous, s'intéresser à la vie marine, à la flore, à la faune, connaître leur biologie, hein, savoir comment ça vit, comment ça meurt, qu'est-ce qu'il mange l'un, qu'est-ce qu'il mange l'autre, les caractéristiques, etc. Donc nous avons fait un petit fascicule qui s'appelle Méditerranée mer vivante, qui est distribué à 20 000 exemplaires chaque année dans tous les ports de plaisance de toutes les côtes françaises de la Méditerranée. Il est en ligne, hein, de mer vivante tout attaché.net, on peut le feuilleter, et dessus ce sont des articles faits par des grands spécialistes sur tous les groupes qu'on peut rencontrer en mer, les langoustes, les crabes, les éponges, les méduses, les poissons, les dauphins, les oiseaux, tout est dessus. Et quand on lit, quand on s'informe donc sur la vie de tout ça, bien entendu on finit par aimer la vie marine, et quand on l'aime on la protège. Voilà, c'est l'objectif. Et quand on aime quelqu'un, on veut le protéger.